La parole est à Monsieur Touret. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, cette réforme pénale est attendue depuis longtemps. Elle est attendue depuis longtemps et elle a fait l'objet d'une méthode dont il faut se féliciter. Je crois, Madame le garde des Sceaux, que vous avez bien fait d'organiser cette conférence de consensus, car elle a permis finalement de dédiaboliser une affaire qui est bien complexe. Car comment ne pas concevoir et ne pas accepter le fait suivant, c'est que tout le monde a échoué jusqu'ici. Et c'est peut-être finalement l'une des dernières chances que l'on peut retrouver avec vous à travers un texte que vous avez voulu protecteur, de trouver un équilibre. Et cet équilibre, me semble-t-il, il se fait par votre volonté de protéger. Protéger qui? Protéger d'abord la société. Car la société, c'est elle qui doit être d'abord protégée, qui ne le comprend pas. La société, c'est également les victimes, vers lesquelles nous devons avoir toute notre attention de manière permanente, tellement il y a là de souffrances. Mais nous devons aussi nous intéresser à ceux qui sont rentrés dans la délinquance. Nous devons essayer de les comprendre et nous devons toujours les considérés comme des personnes dignes d'intérêt. La dignité du détenu est également quelque chose qui nous interpelle. Au moment où, faute de moyens matériels et immobiliers, nous ne respectons pas le plus souvent cette dignité. Alors, toutes les politiques jusqu'ici ont échoué. Et pourquoi ont-elles échoué? Parce que pour l'essentiel, on a cru que plus on condamnait sévèrement, plus on mettait des gens en prison, plus la sécurité des gens était assurée. Mais c'est une erreur absolue, et tous ceux qui appartiennent aux professions judiciaires le savent. Ce n'est pas parce que vous remplissez les prisons que vous allez assurer la sécurité des gens. C'est parce que vous assurerez la sortie de la prison de la manière la plus efficace possible que là, vous allez assurer, en luttant de manière significative contre la récidive, contre la réitération, et c'est là que vous obtiendrez du résultat. Mais pourquoi cela? Parce qu'on ne le répète jamais suffisamment. La prison, c'est le lieu des rencontres épouvantables. Quelqu'un qui est en prison pour 2-3 mois va se trouver tôt ou tard en relation avec quelqu'un qui est en prison depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Des réseaux vont s'établir. Qu'est-ce qu'on apprend en prison? On apprend d'abord à frauder, on apprend à tricher, on apprend à violer par moments. Vous allez me dire, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Mais si, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un a dit une fois, le lieu de la prison, c'est le lieu de la rencontre avec le syndicat du crime. Et puis, ces derniers temps est apparu un nouvel événement, c'est la découverte avec, pour certains, la religion en prison. Et à ce niveau, la formation vers le djihad d'un certain nombre de prisonniers qui se rencontrent et qui s'organisent à cet effet. Et j'aimerais bien, Madame le garde des Sceaux, que l'on fasse une étude sérieuse sur le criminel supposé qui vient d'être arrêté à la suite des événements de Bruxelles, événements malheureux qui ont entraîné la mort d'un certain nombre de personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas remplir les prisons, c'est d'abord assurer le suivi de celui qui sort de prison. C'est assurer également le soin de celui qui est en prison, car on devient fou en prison. C'est assurer également la protection de celui qui est en prison, car on se suicide plus qu'ailleurs en prison.
Et c'est assurer, bien évidemment, la protection des familles, bien sûr. On peut s'étonner des moyens qu'il est nécessaire de consacrer à ceux qui sortent de prison. Et j'entends les arguments qui disent « Mais vous n'allez pas donner des moyens supérieurs à ceux qui sortent de prison par rapport à ceux qui ne sont pas allés en prison. » C'est faire une erreur complète. Celui qui sort de prison au bout de quelques années, qui se retrouve seul le plus souvent, qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'environnement, qui est resté seul parce que personne n'est venu le voir au parloir, qui ne sait pas où aller et qui a quelques sous en poche, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Eh bien, très rapidement, il va ressombrer dans la délinquance. Alors, la politique en matière de lutte contre la récidive et d'individualisation des peines, ce n'est pas l'enfermement à tout prix. La politique, c'est ce que j'appellerais la prison sans les barreaux. La prison sans les barreaux, c'est-à-dire trouver tous les moyens possibles de peines alternatives, réelles, qui sont de véritables peines, mais qui permettent d'éviter les uns les autres de se rencontrer et d'entrer de plus en plus loin dans la criminalité. Alors, Madame le garde des Sceaux, il faut d'abord assurer la protection de la société. Protection de la sécurité, car pour tout un certain nombre d'individus, la prison, elle a une nécessité, elle élimine pendant un certain temps des individus dangereux, et c'est absolument indispensable de l'admettre. Car nous avons en prison des fauves. Nous avons des fauves, et ces fauves, il faut les soigner. Et si nous ne le faisons pas, nous les relâchons dans la nature, avec toutes les conséquences qui peuvent se trouver. Bien sûr, il faut assurer la protection des victimes. Bien sûr, il faut assurer l'indemnisation des victimes. Et bien sûr, il faut assurer la protection contre le risque qu'il y a de celui qui sort de prison et qui veut aller se venger par moments contre les victimes. Alors, quelles sont les mesures phares de votre loi, Madame le garde des Sceaux? D'abord, la contrainte pénale. Dans le premier mandat de parlementaire que j'ai fait, on a longuement discuté sur tous les problèmes de droit pénal. On n'avait pas évoqué cette contrainte pénale. Et je vous en donne toute la paternité. On a pu estimer que c'était la clé de voûte de votre loi, car elle fait véritablement figure de symbole. La contrainte pénale, c'est une peine. Rappelons-le avec force. Ce n'est pas un simple aménagement. Cette mesure permet de remplacer l'incarcération pour les délits ne dépassant pas une peine de 5 années. La commission des lois a prévu de l'étendre à tous les délits. Madame le garde des Sceaux, je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis en la matière. Je sais qu'il se prépare. Et il faut trouver un compromis qui permette à tout le monde de s'y retrouver. Je crois qu'il était plus simple, effectivement, d'avoir comme référence tous les délits. Mais je sais aussi qu'il est indispensable de prendre en compte un certain nombre de lignes de force de notre société. Et c'est pourquoi mon groupe, et en particulier son président Roger Gérard Schwarzenberg, n'acceptera pas que l'on mette la contrainte pénale pour tous les délits. La Commission doit trouver une solution à la suite de l'énervement paroxystique qui s'est développé ces derniers jours. Au titre de la contrainte pénale, le juge pourra prononcer une obligation de travail, une obligation de résidence, des injonctions de soins, de stage, de TIG. C'est très bien. Juste une observation, Madame le garde des Sceaux, sur le travail d'intérêt général. Il n'est toujours pas rentré dans la pratique de tous les magistrats. C'est pourtant une excellente chose. Et je peux vous dire que dans la région que je représente, il y a trop peu, à mon sens, de travaux d'intérêt général. Et il est nécessaire, à partir de ce moment-là, qu'il y ait de multiples réunions entre les magistrats et les associations d'élus. Il faut faire en sorte que les procureurs proposent, que les magistrats proposent, qu'il y ait une discussion avec les avocats, que les avocats eux-mêmes proposent et que l'individu, à partir de ce moment-là, avec lequel on a peu discuté, l'accepte, car il n'est pas question de faire du travail forcé.
Il est question de faire un travail qui permet de remplacer une sanction. Les juges d'application des peines pourront décider du contenu après avoir consulté les conseillers d'insertion et de probation. Et si le condamné ne respecte pas ses obligations, il devra être incarcéré. Il faut concevoir que c'est une chance quand même, la contrainte pénale. Ce n'est pas une aggravation par rapport à la peine ferme. Et donc, l'individu qui peut en bénéficier doit l'admettre comme tel. Et s'il ne respecte pas ses obligations, la sanction doit tomber en la matière. Il vous faudra des moyens, on en a parlé, vous les avez obtenus, et je sais que vous vous battrez pour en obtenir, mais sans moyens donnés pour le suivi, ça sera extraordinairement difficile. Deuxième chapitre de cette loi, c'est l'aménagement des peines. Il ne s'agit pas d'une libération automatique, comme on a pu le dire, aux 2/3 de la peine, mais d'un examen obligatoire de la situation de chacun des détenus lorsque ceux-ci ont effectué les 2/3 de leur peine. C'est une excellente chose, ça va dans le bon sens. Tous ceux qui connaissent un peu les situations des personnes incarcérées savent qu'un individu, il change en prison. Est-ce que vous croyez qu'un individu qui rentre en l'an 2000 en prison, il est le même en l'an 2014 ? Mais c'est un autre homme auquel vous avez affaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il est nécessaire d'avoir une discussion avec lui, de voir qu'est-ce qui peut être fait lorsqu'il a effectué effectivement ces 2/3 de la peine, afin de décider d'une opportunité de libération sous contrainte anticipée et pas naturellement d'une obligation en la matière. Et il faudra bien sûr que ces individus soient suivis le mieux possible, en particulier lorsqu'il y a eu des infractions sexuelles. Par ailleurs, là j'ai un désaccord avec vous, Madame la garde des Sceaux, c'est à propos de ce que j'appellerais la loi Dati. Moi, Madame Dati, ce n'était pas le plus grand ministre que l'on ait pu envisager, mais en tout cas, elle a fait une chose très bien. Elle a porté de 1 à 2 ans la possibilité d'aménagement des peines lorsque celle-ci était prononcée de manière ferme par les tribunaux. Et effectivement, entre 1 et 2 ans, il y a énormément de situations et de condamnations susceptibles d'être prononcées. Ce n'était pas une obligation, c'était une possibilité d'aménagement de la peine. Nous avons ramené ces seuils à 1 an pour démontrer que nous ne sommes pas laxistes. À mon sens, c'était inutile. Certes, monsieur le rapporteur a trouvé une solution pour essayer, en prenant en compte la situation des récidivistes, de nous proposer quelque chose d'acceptable. Mais personnellement, je crois qu'il ne fallait pas changer la loi telle qu'elle existe actuellement. Je me suis permis de lui dire et je défendrai des amendements en ce sens. Troisième vecteur important de la loi, la suppression des peines planchers. On a tout dit, tout et son contraire en ce qui concerne les peines planchers. Quel est leur principe? C'est de s'attaquer aux récidivistes en alourdissant de facto les peines qu'ils encourent. Certes, les magistrats avaient la possibilité, par motivation spéciale, éventuellement, d'éliminer ces peines planchers. Et l'argumentation du rapporteur est d'ailleurs paradoxale, puisqu'il nous dit « il y en a eu tellement peu que ce n'est pas la peine de les maintenir ». Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que je pense véritablement que ce n'est pas parce que l'efficacité des peines planchers est insuffisante. D'ailleurs, la droite va nous proposer, c'est sa logique, de renforcer la possibilité de peine planchers. Moi, je pense que nous sommes dans le symbole et nous sommes dans la philosophie. La peine plancher, c'est quoi? C'est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas répondre à l'automaticité de la peine. C'est la remise en compte, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de l'individualisation de la peine. Eh bien, je ne l'accepte pas. De même que je ne peux jamais accepter tout ce qui concerne l'automaticité de tout un certain nombre de sanctions. Mais rappelons-nous, la relégation, c'était quoi? C'était l'automaticité. Au bout de, je crois, la 7e condamnation, immédiatement on récupérait une relégation.
Ça a été l'un des progrès du droit pénal, l'un des progrès de l'humanité de renoncer à ces effets automatiques. Et j'irai plus loin. Je ne peux pas comprendre que lorsque l'on a perdu 12 points, on vous retire automatiquement le permis sans que l'on puisse examiner la situation de l'individu. C'est ce qu'on appelait jadis le permis blanc. Il faut systématiquement supprimer toute notion d'automaticité. Il peut y avoir automaticité à condition que le magistrat estime que cette automaticité est la conséquence soit de l'infraction, soit de l'attitude de l'individu, soit des deux. Mais il ne peut pas y avoir d'automaticité sans motivation. Alors, c'est la notion même de peine plancher qui recèle ce caractère d'automaticité que je conteste totalement. J'ai proposé, Madame le garde des Sceaux, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs au profit de la justice pour les enfants, qui ont démontré et efficacité et sens de l'humain. Et je ne suis pas persuadé que ces tribunaux correctionnels soient parfaitement efficaces. Je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants sur la situation des femmes en prison, car vous savez à quel point c'est un des combats de ma vie. Je ne peux pas admettre que l'on traite de manière identique les hommes en prison et les femmes en prison. Pourquoi? Parce que la prison, comme le crime, comme le délit, c'est d'abord une affaire d'hommes. Nous avons, très exactement, 97,5% des crimes commis par les hommes. 97,5%. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons environ 2,5% de femmes en prison sur l'ensemble de la population pénale. Or, la femme en prison, par moment, elle attend un enfant et par moment, elle a un jeune enfant. Et je voudrais dire à quel point je ne peux pas admettre, moi qui suis un humaniste, qu'une femme qui attend un enfant et qui est enceinte depuis plus de 3 mois puisse continuer à être incarcérée, ou maintenue en détention, ou placée en détention. Pourquoi cela? Mais parce que celui que l'on condamne, c'est l'enfant, ce n'est pas la femme. Tout le monde peut comprendre qu'une femme qui attend un enfant et qui est en prison, la situation de ce petit être qui va venir devient insupportable et que toute sa vie sera marquée par cela, tellement le stress de la mère se ressent et se repasse sur lui. Je vous demande, vraiment, Madame le garde des Sceaux, vous le savez, toute l'admiration que j'ai pour vous, il ne faut pas que cela continue comme cela. Cela concerne tellement peu de cas, 54 cas. Et encore, j'ai proposé que cela ne concerne pas les condamnations pour crime et que cela ne concerne pas les délits commis contre les enfants. C'est donc dans le symbole que je me mets. Mais ce symbole, par moment, c'est un petit enfant qui est ainsi condamné à la prison alors qu'il n'est pas encore né. Quant à la naissance, l'accouchement et au fait de rester en prison avec son enfant, actuellement, il y a des prisons où les mères sont avec leur enfant jusqu'à 18 mois, par moment jusqu'à 24 mois quand l'administration le décide, et puis après on reprend l'enfant. Ce que je vous propose, Madame le garde des Sceaux, c'est que la mère qui est avec son enfant de moins de 18 mois puisse l'élever dans un lieu qui n'est pas la prison, et que par la suite elle vienne effectuer sa peine de prison. Car je ne viens pas protéger les femmes, je viens protéger les enfants. Ce que je ne veux pas, c'est que l'enfant soit élevé en prison, car toutes les études que j'ai pu avoir sur le plan européen, naturellement je développerai ça longuement dans le cadre de mes amendements, toutes les études que l'on a pu avoir démontrent que l'enfant, à partir du 8e ou du 9e mois, ressent l'enfermement et qu'il est définitivement marqué par cette notion d'enfermement. Peut-on considérer que cela est supportable? Non, bien évidemment. Madame le garde des Sceaux, cette loi était attendue. Elle est le fruit d'un compromis, et ce compromis, il assure sa pérennité. Nous serons derrière vous. Vous êtes une femme courageuse, vous êtes une femme de passion,
Vous êtes une femme qui portait parfaitement ce texte. Alors, véritablement, chère Christiane Taubira, oui, on sera ensemble pour voter la loi. Merci, mon cher collègue.